Emmanuel Bayamaktam, Arcadie. Il y eut un soir et il y eut un matin, premier jour. Nous arrivons dans la nuit, après un voyage éprouvant dans la Toyota hybride de ma grand-mère. Il a quand même fallu traverser la moitié de la France en évitant lignes à haute tension et antennes relais, tout en endurant les cris de ma mère pourtant emmaillotée de tissu blindé. De l'accueil reçu le soir même et de mes premières impressions quant au lieu, je ne me rappelle pas grand-chose. Il est tard, il fait noir, et je dois partager le lit de mes parents parce qu'on ne m'a pas encore prévu de chambre. En revanche, je n'ai rien oublié de mon premier matin à Liberty House, de ce moment où l'aube a pointé dans les rideaux empesés sans vraiment me tirer du sommeil. Allongés sur le dos, les mains mollement nouées dans leurs girons, un masque de satin sur leur visage de cire, mes parents me flanquent comme deux gisants paisibles. Cette paix, je ne l'ai jamais connue avec eux. De jour comme de nuit, il a fallu que je fasse avec les souffrances de ma mère et les soucis torturants de mon père, leur agitation permanente et stérile, leurs visages convulsés et leurs discours anxieux. Du coup, bien que je sois impatiente à l'idée de me lever et de découvrir mon nouveau foyer, je reste là, à écouter leur souffle, à me faire petite pour mieux jouir de leur chaleur et partager voluptueusement leurs draps. Du dehors, des trilles guillerets me parviennent comme si des nichées de passereaux invisibles s'associaient à ma joie d'être en vie. C'est le premier matin et je suis neuve aussi. Je finis par me lever et m'habiller sans bruit pour descendre l'escalier de marbre, notant au passage l'usure des marches en leur milieu, comme si la pierre avait fondu. Je m'agrippe respectueusement à la rampe de chêne, elle-même assombrie et polie par les milliers de mains moites qui l'ont empaumée, sans compter les milliers de cuisses juvéniles qui l'ont triomphalement enfourchée pour une propulsion express jusque dans le hall d'entrée. Au moment même où j'effleure le bois verni, je suis assaillie de visions suggestives. Mädchen in uniforme, kilt retroussé sur des jambes gainées de laine opaque, chevelure nattée, rire aigu des filles entre elles. Il y a là quelque chose qui tient aux lieux eux-mêmes, à leur imprégnation par un siècle d'hystérie pubertaire et d'amitié saphique. Mais je n'en comprendrai la raison que plus tard, quand j'aurai connaissance de la destination première de la bâtisse où je viens tout juste d'emménager. Pour l'heure, je me contente de descendre l'escalier à petits pas et de humer comme une odeur de religion dans le grand hall aux dallages bicolores. Oui, ça sent l'encaustique, le parchemin, la cire fondue et la dévotion, mais je m'en fous complètement. Oust, à moi la liberté, l'air vivifiant du dehors, l'évaporation de la rosée, le petit matin rien que pour moi. Arcadie me surprend sur le perron majestueux et surmonté de sa marquise à la ferronnerie compliquée, immobile, interdite face à tant de beauté. La pinède en pente douce, les plantes myrtillées, le soleil que les arbres filtrent en faisceaux poudreux, l'appel voilé d'un coucou, le détalement furtif d'un écureuil sur un lit de mousse et de feuilles. Ça te plaît? Oui, c'est trop bien. Prends, c'est à toi. Je ne me le fais pas dire 2 fois, et je détale moi aussi sous les grands arbres en direction du poudroiement magique de la lumière, à la recherche de cet oiseau invisible dont les roucoulements rencontrent si bien ma propre émotion. Moyennant quoi, je ne tarde pas à tomber sur ma grand-mère, plongée dans la contemplation perplexe d'un gros tumulus de terre meuble au pied d'un pin. Elle jette à peine un regard dans ma direction. C'est quoi, tu crois, une tombe? On dirait que quelqu'un a creusé récemment. Ça ne me dit rien qui vaille, moi, ce truc, cette maison, cette Arcadie. Je serais toute disposée à me prêter au jeu des élucubrations macabres si ma grand-mère n'était pas nue comme un ver sous la feuillée. Naturiste dans l'âme, elle ne perd pas une occasion pour se dessaper, et j'espérais quand même qu'elle attendrait un peu avant de tomber sa robe à sequins. Pour ma part, je suis habituée à voir Kirsten déambuler dans le plus simple appareil. Un de mes premiers souvenirs, c'est de m'être trouvée nez à nez avec sa vulve alors que je sortais de ma chambre. Mon regard arrivait à peu près à la hauteur du piercing industriel qui transperçait l'une de ses grandes lèvres, une sorte de rivet doré du plus bel effet, et je n'ai pas pu m'empêcher d'y porter la main pour m'en emparer fermement, suscitant des hurlements compréhensibles. « Lâche ça, Farah, ce n'est pas un jouet !» Comme je devais avoir 3 ans, j'y tirais de plus belle sur cet objet fascinant. Bang! Premier souvenir, première gifle. J'ai hurlé moi aussi, suscitant l'irruption affolée de mes parents. Prenant illico la mesure du drame qui venait de se jouer, Marquis m'a hissé dans ses bras avec une dignité réprobatrice. « Kirsten, quand même, allez enfiler quelque chose, je ne sais pas moi, une culotte, un t-shirt. Vous êtes fatigante. » Nous sommes en famille, je ne vais quand même pas me gêner avec ma propre famille. Et c'est qu'elle m'a fait mal en plus, cette petite dinde. Bien fait pour vous. La prochaine fois, vous éviterez de provoquer les enfants en bas âge avec votre quincaillerie. Contrite, ma grand-mère a battu en retraite. Mais la leçon n'a pas porté et elle persiste à exhiber une anatomie osseuse et boucanée, dont il faut bien reconnaître qu'elle n'a rien d'obscène pour la simple raison qu'elle n'a plus rien d'humain. Il faut beaucoup d'imagination pour se figurer que ce pubis déplumé, cet tégument ocre, ce réseau veineux devenu serpentiforme jusque dans son aspect écailleux, ont appartenu non seulement à une femme, mais à une des plus belles de sa génération. Et sa poitrine. Ayant toujours clamé que le soutien-gorge était la mort des seins, elle ne semble pas réaliser que les seins coulent désormais parallèlement à son thorax,
mamelons en bout de course à 30 centimètres de leur lieu de naissance et battant la breloque au moindre mouvement. Comme il est inutile de chapitrer mon ingouvernable grand-mère, je m'accroupis docilement devant la tombe fraîchement creusée et émiette quelques mottes de terre avant de formuler une hypothèse. Ça peut pas être une bête qui a fait ça? Mais quel genre de bête? Une taupe géante? Je vais demander à Arcadie. Ouais, c'est ça, va demander à ton gourou. Je sais à peine ce qu'est une taupe et encore moins ce qu'est un gourou, ce qui fait que je reste couate, comme très souvent avec Kirsten, qui a des idées sur tout et qui assène à tout bout de champ ses opinions bien arrêtées. Concernant Arcadie, la mienne n'est pas encore faite, mais comme il vient de sauver ma mère d'une mort certaine, d'une extinction à petit feu dans les souffrances atroces de l'électro-hypersensibilité, j'aimerais que Kirsten lui laisse sa chance, et je me risque quand même à lui demander « Bon, pourquoi t'es venu avec nous si t'aimes pas Arcadie ?» Je veille au grain. Elle tourne les talons en direction de Liberty House. Les années n'ont rien enlevé à son allure altière, et elle marche toujours comme si elle arpentait les podiums, probablement inconsciente du spectacle qu'offre le ballottement grumeleux de ses triceps et la fonte de ses fesses. Arrivée en vue de la maison, elle se drape vaguement dans sa robe à sequins, mais je comprendrai très vite que je n'ai pas à m'inquiéter de l'impression que pourrait créer la nudité de ma grand-mère entre les murs de Liberty House dont les habitants vivent dans la nostalgie du paradis d'avant la chute. Je reste seule avec le mystère irrésolu du tumulus et l'autre grand mystère qui est pour moi cet arpent de forêt méridionale, ses troncs squameux, ses frondaisons bruissantes, ses odeurs de résine et sa faune à l'affût de mes moindres mouvements. Elle est à moi, cette forêt. Arcadie me l'a donnée. Qu'il ne s'agisse guère que d'un grand parc domanial, voilà qui m'échappe tout à fait. Pour moi, c'est une jungle inexplorée dont je prends l'administration très au sérieux. Je balise mes sentiers, je marque mes arbres et je recense mes sujets. Les pipistrelles, les capricornes, les vrillettes, les mésanges, les chenilles, les renards, les orvets. Pas une journée ne passe sans que je fasse une nouvelle découverte féerique. Champignons rouges à pois blancs, lapins figés par la surprise, myrtilles et fraises des bois, nuées de moucherons en suspension dans le chemin, plumes de jais parfaitement rayées de bleu et de noir que j'empoche comme un talisman. Quant au mystère du tumulus, il s'éclaircira quelques jours plus tard quand nous serons conviés, ma famille et moi, à la pose d'une stèle au pied du grand cèdre, les chiens de Liberty House ayant droit à leur sépulture. Dommage, j'aurais aimé mener l'enquête, procéder à une exhumation nocturne, mettre à jour des ossements humains ou à défaut un trésor en pistolet doublon. Cela dit, trop de mystères restent entiers à Liberty House pour que je perde mon temps à déplorer qu'on m'ait donné la clé de celui-ci. Mon enfance vient de prendre un tour nouveau, inespéré, enchanteur, je le sens, et au-dessus de la tombe de ce chien inconnu, c'est un sentiment de jubilation et d'attente heureuse qui monte en moi. Et je n'ai qu'à regarder le visage de ma mère, enfin débarrassée de ses voiles d'apicultrice et de ses tics de douleur, pour me sentir confortée dans mes grandes espérances.